Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit public en public de la Maison de la Radio. Quelle joie de vous croiser en chair et en os une fois par mois. Et merci d'être une nouvelle fois fidèles et nombreux ce matin pour notre rendez-vous dominical. Alors laissez-moi vous présenter nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, la journaliste du Monde Sylvie Kaufmann, le philosophe François-Xavier Bellamy et l'économiste Daniel Cohen. Au sommaire de ce dimanche 27 mai, les bonnes cartes du président Poutine et plan banlieue, les caisses sont-elles vides ? Ces derniers temps, en Russie, l'activité diplomatique battait son plein. Vendredi 18 mai, c'est Angela Merkel qui avait fait le voyage à Sotchi. Le maître du Kremlin avait accueilli la chancelière avec bouquet de roses blanches et visage quasi souriant, un rapprochement favorisé par les rodomontades de la diplomatie trumpienne, le président russe rappelant à cette occasion aimablement que l'Allemagne restait le deuxième partenaire de la Russie après la Chine. Quelques heures auparavant, c'est Bachar el-Assad qui était venu en Russie demander à son ami Poutine d'obtenir la levée des restrictions de l'aide à la Syrie. Enfin, jeudi dernier, c'était le président Macron qui était venu fouler le sol russe. Pas d'embrassade comme avec le président américain, le goût en était sans doute passé au président français, mais plus de 2 heures d'entretien. Pas n'importe où, au palais Constantin, un édifice conçu par Pierre le Grand aux environs de la ville symbole de l'ouverture de la Russie vers l'Europe, Saint-Pétersbourg. Et puis un changement lexical notable, le mot « divergence entre nos deux pays » remplacé par celui plus doux d'incompréhension, la diplomatie française mettant surtout en avant des rapprochements sur 2 dossiers majeurs, la Syrie et le nucléaire iranien. La question des droits de l'homme resterait-elle discrète ? Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov, condamné à 20 ans de colonie pénitentiaire, et le metteur en scène Kirill Serebrennikov, rapidement cités lors de la conférence de presse. Quant à Mémorial, l'ONG russe opprimée par le pouvoir, Emmanuel Macron n'avait pu rencontrer ses courageux militants que 5 petites minutes. Le maître du Kremlin, lui, regardait satisfait ces bonnes cartes du moment, parmi lesquelles, bien sûr, la Coupe du Monde de foot pour laquelle il n'avait pas lésiné sur les moyens, qui permettrait bientôt à la Russie d'accueillir le monde entier. Dans les semaines à venir, tous les chemins mèneraient à Vladimir Poutine. Mon souhait est de pouvoir venir soutenir l'équipe de football dans votre pays. Si l'équipe de France passe les quarts de finale, je viendrai la soutenir. Ce qui me donnera aussi une occasion de revoir le président Poutine en suivant les exploits de l'équipe de France, je l'espère. Je souhaite que la France et la Russie de demain soient à la hauteur de leur histoire pour, dans ce monde incertain, construire leur destin. Je vous remercie, Monsieur le Président, cher Vladimir. Sylvie Kaufmann, est-ce qu'on assiste ces derniers jours à ce dont rêvait finalement fondamentalement Vladimir Poutine, à savoir la reconnaissance du rôle central de la Russie dans la diplomatie mondiale ? Je ne crois pas. Je pense qu'on assiste à la reconnaissance d'un rôle important de la Russie. Emmanuel Macron l'a dit assez clairement, il a dit qu'il respectait, que la Russie était devenue un acteur important au Moyen-Orient et qu'il respectait cela. Ce mot de respect est intéressant. Voilà, en tout cas, il prend acte d'une réalité qui est celle de la Russie d'aujourd'hui et celle d'un monde où il n'y a plus d'acteur central en réalité. Voilà, c'est ça la question, c'est que on est à un moment de la gouvernance mondiale ou de l'absence de gouvernance mondiale, en tout cas des relations internationales, où il y a plusieurs acteurs, mais qu'on ne sait pas lequel est le plus important. On a donc les États-Unis qui ne veulent plus jouer avec les autres ou qui jouent leur propre jeu, le jeu de America First. On a une Europe qui essaye de se réorganiser face à ça. On a une Chine qui monte. On a une Russie qui est redevenue, qui a, je crois, échoué dans le post-soviétique, dans le dessin post-soviétique de Vladimir Poutine, puisque
tous les États, en fait, ou l'immense majorité des États qui composaient l'ancienne URSS se sont détournés de Moscou. Donc ce rêve de recomposition de l'ex-Union soviétique, je crois, n'est plus de mise. Mais Vladimir Poutine a réussi à redéployer la diplomatie russe en dehors de l'espace ex-soviétique, et notamment au Moyen-Orient. Il est en effet maintenant un interlocuteur indispensable au Moyen-Orient. Alors face à tout ça, Emmanuel Macron, je crois qu'il Il y avait une tonalité différente que celle de Versailles. Oui. J'ai trouvé que la tonalité j'ai trouvé l'atmosphère assez comment dire, pas très agréable en fait, pas franchement conviviale. Alors évidemment, on n'est plus du tout dans le body language ou dans la gestuelle de Washington, c'est évident, mais on a vu. Je trouve que autant Emmanuel Macron que Vladimir Poutine n'étaient pas spécialement à l'aise l'un avec l'autre. C'était quand même un peu contraint tout ça. Et puis surtout, ce qu'on a vu, c'est réapparaître spontanément presque le personnage soviétique que peut être Vladimir Poutine. C'est-à-dire, on a Emmanuel Macron qui se place dans un cadre historique, qui rappelle sans arrêt des références culturelles et historiques de la Russie et de la France, qui sont toutes d'ailleurs pré-révolutionnaires. Ici, Dostoïevski, Tolstoï, etc. Ce sont des auteurs d'avant le XXe siècle. On est à Saint-Pétersbourg. On dit Saint-Pétersbourg est à la porte ouverte de la Russie sur l'Europe. À l'époque de Leningrad, ça n'était pas franchement la porte ouverte sur l'Europe. Et Vladimir Poutine n'est pas un enfant de Saint-Pétersbourg. Il est un enfant de Leningrad. Et donc, on a vu... Il y a une réinterprétation des symboles par la diplomatie française qui n'a rien à voir avec ce qu'est l'âme russe. C'est très bien d'essayer de créer ce lien-là, pourquoi pas, mais il est d'une certaine manière un petit peu factice. Et alors que Macron a quand même pris soin de rappeler le lien, et ça il l'a fait très clairement, je crois, le lien avec les États-Unis, qui est chaque fois, c'est une alliance, les États-Unis sont notre allié, et chaque fois que nous nous sommes battus, c'était au service de la liberté. Et ça, ce n'est pas ce qui caractérise la relation franco-russe. Voilà, et juste une petite chose sur ce caractère soviétique de la personnalité de Poutine qui est réapparu tout d'un coup quand un journaliste, et merci à lui pour avoir posé la question, a posé la question sur les conclusions de la commission d'enquête sur le vol MH17, donc ce vol de la Malaysia Airlines qui avait été abattu au-dessus de l'Ukraine en 2014. Et là, tout d'un coup, on a vu voilà, cette stratégie soviétique d'occulter, de cacher, pour ne pas dire la vérité. Voilà, какой самолет en russe, mais de quel avion vous parlez? Comme si Vladimir Poutine, président de la Russie, ex-colonel du KGB, ne savait pas de quel avion on parlait. Voilà. Et là, je crois que c'est quelque chose qui a montré aussi toute la distance qu'il y a entre ces deux dirigeants. Et même si Macron a tout à fait raison de vouloir parler avec la Russie pour essayer de résoudre ou de trouver, comme il dit, des points communs, des points d'accord, des points de convergence sur les crises brûlantes du moment, ça ne sera jamais très facile. Hubert Védrine, est-ce que vous avez vu dans ce déplacement présidentiel français une nouvelle étape dans les relations entre la France et la Russie, ou la continuité de ce que veut faire Macron avec Poutine depuis le départ, depuis son élection? Je pense qu'il est dans la continuité de sa politique. Je pense qu'il a absolument raison d'y aller, de poursuivre ce dialogue de façon directe, comme il avait commencé à Versailles. Je pense que les Occidentaux ont considéré pendant assez longtemps après la fin de l'Union soviétique que la Russie ne comptait plus. La Russie était traitée avec désinvolture, avec maladresse, à mon avis de façon idiote, avec des faits accomplis, soit américains, soit européens, sur l'histoire d'antimissiles, d'OTAN, de relations avec l'Ukraine, etc. Et les Occidentaux n'ont pas réussi. En fait, ils ont échoué dans le fait de la marginalisation complète de la Russie, avec beaucoup d'arguments fournis par l'évolution de la Russie, et notamment Poutine dans le mandat numéro 3. Mais tout ce qui est reproché à la Russie de Poutine dans les mandats 3 et 4 est bien moins pire que ce qui existait sous la guerre froide vraie. Aussi bien sur le plan des droits de l'homme, que sur le plan des assassinats, que sur le plan des menaces militaires, etc. C'était bien pire. Or, c'est quand même dans les 20 ou 30 années de la guerre froide, dans un contexte beaucoup plus dur, que de grands dirigeants réalistes avaient imaginé la détente, avec de vraies discussions, avec de vraies négociations sur la limitation ou la réduction des armements, avec des vrais téléphones rouges, avec des vrais sommets réguliers,
Et ce qui avait reproché à l'URSS, je le répète, était bien pire. Bien pire. C'était avant la démantibulation du goulag, en particulier. Et là, l'Occident essaie de se rattraper, mais dans la confusion extrême, compte tenu de l'état éclaté de l'Occident, pour établir une relation qui n'a pas à être chaleureuse, et qui est simplement une relation réaliste dans la durée. Alors, une relation... On ne peut pas tout commenter, parce qu'on est obligé de commenter... Non, mais ne commentons pas, justement. Soyons... Il y a une grande partie de l'entretien qu'on ne connaît pas. Et moi, j'espère, je ne sais pas, mais j'espère bien qu'au-delà des griefs légitimes actuels et des désaccords connus sur une série de dossiers maintenant, j'espère bien que le président français aura parlé de l'avenir à long terme des relations. Justement, soyons concrets. C'est quasiment le seul en Occident. Ce qu'on a entendu, c'est qu'ils étaient d'accord pour s'entendre, mais en effet, dans le détail, pour se parler. Ils ne sont pas d'accord sur grand-chose. C'est-à-dire sur le nucléaire iranien, par exemple, on sait que la France est d'accord pour compléter l'accord sur la non-prolifération après 2025, sur les armes balistiques iraniennes, sur l'activité de Téhéran au Moyen-Orient. On a Émilie, c'est le détail, ça. C'est important. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, lui, n'a pas la même vision du dossier. Avec quoi on est d'accord dans le détail avec Trump Oui, mais là, quand ils se rencontrent sur la question du dossier nucléaire iranien, sur quoi peuvent-ils tomber d'accord? Pour qu'on soit concret, pour qu'on comprenne. Ils sont d'accord pour dire qu'il faut à la fois maintenir l'accord tel qu'il est, ce qui n'est pas évident, mais pour des raisons qui ne sont pas spécialement russes, qui sont la menace et la prise en otage des entreprises mondiales, sauf les chinoises, par le système américain. Et ils sont d'accord pour essayer de le compléter, pas de le remplacer par... La France, oui, mais Poutine serait prêt à le compléter. Pas ce que dit la diplomatie. Leurs formulations dans la conférence de presse sont à peu près les mêmes là-dessus. On essaie de préserver cet accord-là, mais on essaie de faire en sorte qu'il soit complété. Est-ce que c'est possible? C'est un autre sujet. En tout cas, c'est une nécessité absolue pour une vraie politique étrangère française qui se redéploie à un vrai niveau et qui ne se contente pas de prise de position au droit de l'homiste à usage interne pour se faire applaudir de l'opinion interne. C'est une vraie nécessité d'avoir un vrai dialogue, pas commode, avec tous les grands acteurs internationaux du moment, dont la Russie. Et comme je le répète, personne en Occident n'est capable de faire... Trump voulait faire ça, mais Trump est complètement bloqué par les enquêtes contre lui, puis tout son système foutraque, là. Bon. Mais il le fera un jour ou l'autre. Et un jour ou l'autre, il établira la relation avec la Russie, et puis il laissera tomber les Européens qui sont complètement crispés et bloqués dans leur système de sanctions perpétuelles. Donc, même s'il y a énormément de griefs vrais, je le répète, par rapport à Poutine aujourd'hui, il faut penser l'avenir à long terme, tout ce qui a été raté, même des durs à cuire comme Kissinger le disent, même Brzezinski le disait avant sa mort. Les Occidentaux ont raté l'organisation des relations entre l'Occident et la Russie d'après l'URSS. Et ça reste devant nous, sauf si on veut vraiment tout faire pour qu'il y ait une sorte d'alliance complètement absurde et nuisible pour nous entre la Russie, la Chine et l'Iran. Ça ne peut pas être notre objectif stratégique, voyez. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il s'est dit, mais il a raison de tenter ça. Daniel Cohen, quel regard vous portez sur la diplomatie macronienne? Alors, rapidement, on pourrait revenir aussi sur le voyage et la relation avec Trump. Et là, en effet, cette relation telle qu'elle s'affiche avec le président Poutine. D'abord, le point de départ, c'est effectivement la mise en parallèle entre le voyage à Saint-Pétersbourg et le voyage à Washington. Bon, ça donne un drôle d'effet que de voir Macron passer de l'un à l'autre sans qu'on arrive vraiment à comprendre qu'est-ce qui s'y joue, qu'est-ce qu'il y gagne, quel est le rôle de la France, quel est le rôle de l'Europe. On n'est pas exactement rassuré par ces allers-retours. Lié à ce point-là, moi, ce qui me semble le plus frappant, c'est que Trump décide de sortir de l'accord avec l'Iran, de maintenir les sanctions contre ce pays, et tout le monde doit suivre, parce que quoi que dise Macron et quoi qu'il ait pu se dire à Saint-Pétersbourg, les entreprises françaises ne peuvent absolument pas prendre le risque de faire des affaires avec l'Iran, parce que ça leur fermerait l'accès au marché américain. Donc, quoi qu'on dise, on est Personne en réalité... Personne n'a surmonté encore ce blocage-là, cette difficulté-là. Quoi qu'on dise, on ne peut rien faire contre ça, quoi qu'ait pu dire Macron. Le point numéro 3, c'est par rapport à la Russie en général. Bon, la Russie est une puissance régionale, elle a encore quelques pays satellites, et en partie du fait de la politique américaine, d'abord en Irak, et aujourd'hui encore du fait de la politique de Trump, elle a pu reconstruire un système d'alliance avec le monde chiite. On a presque l'impression que derrière la fumée des choses, il y a un nouveau Yalta qui s'est fait, l'Amérique prend les sunnites, Damas, Moscou. Et la Russie reprend un peu en main le destin chiite,
qui devient la moitié de la région. Et ce que fait Trump aide en fait objectivement la Russie. Je ne sais pas si c'est voulu, je ne sais pas si c'est les effets inattendus d'une politique débile, mais enfin toujours est-il que ça l'aide. D'abord parce que ça reconstitue cet axe chiite qui n'a pas d'autre recours que de se tourner vers Moscou. Et puis deuxièmement et incidemment, ça fait remonter le prix des matières premières, qui est la grande ressource russe, qui fait que tout d'un coup, il est resolvabilisé alors qu'il était à la rue il y a encore 2-3 ans. On se souvient des Jeux Olympiques d'hiver, où il n'avait même plus les moyens de finir, de payer les installations sportives parce que le prix du baril et le prix du gaz avaient été réduits de moitié. Je dis ça parce qu'il ne faut jamais perdre de vue, et c'est ça qui est clair, je crois, cette question, que la Russie reste fondamentalement une puissance pauvre, pour reprendre le titre d'un livre de Sokolov. Elle est pauvre. Le PIB russe aujourd'hui, il ne faut jamais l'oublier, c'est ce qui fait que quand on parle de ces puissances, etc., il faut le prendre avec beaucoup de recul. Oui, une puissance locale capable d'embêter les gens en Syrie, etc., mais à l'échelle du monde, le PIB russe, c'est le PIB du Benelux. C'est 1200 milliards, c'est rien du tout. La puissance mondiale, et on peut dire ça, même s'il y a c'est la Chine. Et évidemment, l'Asie est en train de prendre pied depuis longtemps en Afrique. Donc ce qu'il reste à Poutine, à part son culot extraordinaire qui consiste à faire comme s'il était une puissance encore... énergétique quand même. D'ailleurs, ils en ont parlé avec la chancelière. Énergétique, mais rien du tout. C'est une puissance gazière. Le gaz est complètement pléthorique. Or, il y a des nouvelles technologies de gaz liquéfié aujourd'hui qui fait qu'on peut le trimballer partout. D'ailleurs, les nouveaux accords sont de gaz liquéfié avec tout Total, qui signe en réalité, et j'espère à terme, la dépendance où on est par rapport à ces gazoducs qui font qu'on a besoin de ça. Donc en fait, c'est une puissance très fragile. La population va se réduire de 20 millions d'ici 2050, c'est-à-dire son PIB va encore baisser. Donc il ne lui reste que ce précaré que Trump, d'une certaine manière, lui offre. Et le perdant de toute cette histoire, c'est un peu le Moyen-Orient, mais c'est l'Iran, parce que l'Iran est en train vaguement de signer un accord de libre-échange avec la Russie qui ne va rien lui apporter. Il n'y a pas de marché, ils sont totalement en rivalité les uns avec les autres en termes de matières premières. Donc, en fait, on est un peu ici dans une impasse qui est liée à la position, à la situation réelle de la Russie. Je crois qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Quand on parle, comme vous le disiez au départ, de Russie puissance mondiale, mais non, pas du tout. Puissance régionale, oui, capable de peser sur la Syrie. Et en réalité, encore une fois, ce Yalta implicite est une mauvaise nouvelle pour l'Iran et donc potentiellement une mauvaise nouvelle pour le Moyen-Orient aussi. Vous partagez cette vision du monde, là, François-Xavier Bellamy, à la fois sur cette volonté du président Poutine de faire en sorte que tous les chemins mènent au Kremlin et la réalité de cette puissance ou semi-puissance ou petite puissance russe aujourd'hui ? Ce qui est certain, c'est que c'est très intéressant de pouvoir mettre en rapport la politique actuelle de la Russie avec la réalité de son économie. Et de fait, nous avons coutume de parler du président Poutine du point de vue de son action internationale, mais en fait, il est confronté à des défis intérieurs qui vont être très importants au cours de ce 4e mandat, notamment sur le terrain économique. Maintenant, ce qui est certain aussi, c'est que la diplomatie n'est sans doute pas qu'une affaire d'économie. Et d'ailleurs, la démonstration de Daniel Cohen le montre parfaitement. Au fond, on voit bien que la Russie a toujours joué et probablement continuera de jouer un rôle qui est finalement sans proportion aucune avec la réalité de son poids économique. Et on aura beau s'en étonner, ça ne changera pas pour autant. La Russie joue un rôle important. Et on pourrait dire d'ailleurs d'une certaine manière, c'est peut-être ce qui explique aussi le caractère si singulier de la relation entre la France et la Russie et de l'irritation que nous pouvons éprouver, c'est que nous partageons sans doute avec la Russie le fait d'être un pays qui ne compte pas parmi les toute première puissance économique mondiale, mais qui pourtant se voit et se place dans une perspective de rayonnement mondial, ou en tous les cas d'influence internationale forte. Et de fait, il est clair que depuis la chute de l'URSS, je partage parfaitement le sentiment d'Hubert Védrine sur ce point, l'Occident a multiplié les erreurs. On pourrait dire qu'on est en train de vivre un moment machiavélien, pas machiavélique, mais machiavélien. Vous savez, Machiavel, c'est celui qui nous enseigne que la politique consiste à prendre en charge le réel. Alors bien sûr, on peut rêver de l'idéal, et beaucoup, dit Machiavel, se sont figurés des principautés et des royaumes qui n'existent pas et qui n'existeront jamais. Mais il y a si loin de la façon dont on vit, de la façon dont on devrait vivre, que celui qui cherche toujours à agir selon le seul bien cherche plutôt à se perdre qu'à se conserver. Et c'est vrai qu'il y a eu sans doute, dans une forme d'idéalisme occidental, avec la fin du bloc soviétique, le sentiment qu'au fond, la démocratie libérale avait gagné pour toujours et qu'il n'était plus que temps de voir ces développements à la surface du monde. Peut-être avons-nous péché sans doute par un excès
d'idéalisme, par une forme aussi de sentiment de toute puissance qui nous a fait humilier la Russie. Or, et c'est là que Machiavel est intéressant, rien n'est plus dangereux que d'humilier même son adversaire. Au fond, soit vous à quoi pouvez pensez-vous quand on parle justement de ça revient souvent, l'idée qu'on a humilié la Russie après la guerre froide. À quoi pensez-vous précisément en termes d'humiliation ? Le 11 septembre 2001, le premier chef d'État à appeler le président Bush a été Vladimir Poutine. Et à ce moment-là, je crois que Vladimir Poutine était, les spécialistes en relations internationales le diront mieux que moi, mais vraiment dans l'idée de pouvoir créer une relation de confiance avec le monde occidental. Or, nous n'avons pas voulu de cette relation de confiance parce que nous avons continué de regarder la Russie comme ce pays un peu dangereux qui nous avait servi d'adversaire central pendant plusieurs décennies. Et nous ne sommes toujours pas sortis de cette situation. D'ailleurs, il suffit de regarder la violence des griefs que nous exerçons contre la Russie et qui devrait nous interdire de discuter avec elle, alors même que d'autres pays, au Moyen-Orient, en Afrique, en ayant des pratiques tout aussi scandaleuses du point de vue de nos exigences démocratiques, nous paraissaient pourtant être des interlocuteurs légitimes. Le respect ou pas des accords de Minsk, la question ukrainienne, la question de la Crimée. Mais là aussi, je crois que dans l'histoire de l'OTAN, il y a eu sans doute, il faudrait qu'on puisse se mettre au clair avec les Russes sur ce sujet, des choses qui n'ont pas été respectées dans les engagements occidentaux. Alors Hubert Védrine, à la fois sur la réalité aujourd'hui, en 2018, de la puissance russe, et puis revenir aussi sur ce que disait tout à l'heure Daniel Cohen, à savoir qu'aujourd'hui, la vraie puissance mondiale, c'est celle de la Chine, et cet enjeu aussi, qui fait partie de la discussion que nous avons aujourd'hui, comment éviter que la Russie soit davantage entraînée par la Chine que vers l'Europe. Il n'y a pas une puissance mondiale dominante, ça a été dit, hein. On a un système chaotique, instable. Bien sûr, Daniel Cohen a raison de redire la petitesse de la puissance russe en termes économiques. C'était déjà un peu vrai de l'URSS, en fait, qui était une puissance tout à fait surfaite. Et Gorbatchev le savait très bien. Et quand Mitterrand disait à Helmut Schmidt en octobre 1981, dans 15 ans maximum, peut-être même 10 ans, l'URSS est tellement affaiblie qu'elle ne pourra plus empêcher la réunification, ça veut dire qu'il y avait un degré de conscience et de prescience de cet affaiblissement terminal. Il n'empêchait qu'à l'époque, ni Mitterrand, ni Schmitt, ni Kohl après lui, ni Bush père, ni les autres n'ont dit, du coup, on va considérer que la Russie compte pour du beurre. Donc il y a eu un effort qui a été fait, mais qui n'a pas été poursuivi après la fin de l'URSS, pour associer cette puissance limitée, qui a gardé, on dirait aujourd'hui, une capacité de nuisance résiduelle périphérique. Bon, mais quand même, en Syrie, combiné avec l'échec total des politiques d'affichage honorables occidentales, mais qui n'ont pas fonctionné en Syrie, l'Ukraine, qui est largement le résultat d'une politique insensée de volonté d'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine, et donc à Sébastopol, que heureusement Sarkozy et Merkel avaient bloqué. C'est eux qui avaient bloqué contre George W. Bush. Donc du côté russe, on a été inintelligent, mais je n'ai pas dit que c'était une extraordinaire puissance qui allait tout dominer. Ce n'est pas du tout le cas. Donc même si tout ça est vrai sur la puissance limitée, puis ils n'arrivent même pas à transformer les richesses du sous-sol en une économie moderne qui se développe. Donc on voit bien tout ça. Il n'empêche que je pense, moi, de façon stratégique, à long terme, qu'on a intérêt à trouver un mode de coexistence entre l'Europe et la Russie, qu'il faut refaire une grande conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qu'il faut reprendre les négociations sur le nucléaire, sur le conventionnel, qu'il y a tous nos griefs, mais il y a tous leurs griefs, et qu'on ne peut pas continuer comme ça uniquement en ayant une politique de sanctions que Trump bazardera un jour ou l'autre quand ça lui rendra service. Et j'espère donc bien que le président Macron, mais je n'en sais rien à ce stade, a pu tester ça pour voir si Poutine répond à ça. S'il n'est même plus intéressé par ça, même s'il ne veut même plus entrer dans la réflexion d'une feuille de route où il ferait des gestes qui en entendraient d'autres autres qui permettraient de sortir de cette impasse, alors en effet, on est un peu coincé et on n'a pas tellement de levier. Sylvie Kaufmann, on se demande ce que penserait Pierre Hassner de nos débats ce matin, ce grand spécialiste de géopolitique qui nous a quittés cette semaine, qui a fait l'essentiel de sa carrière au CERI, le Centre d'études internationales de Sciences Po, qui était né en 1933 en Roumanie, qui s'était opposé très tôt au totalitarisme dès 1956 en Hongrie, et puis qui s'était aussi positionné au moment de la crise ukrainienne, au moment du bras de fer avec la Russie, qui avait condamné l'annexion russe de la Crimée. Comment il réagirait ce matin s'il était parmi nous? Qu'est-ce qu'il dirait? C'était un homme, un penseur extraordinaire, mais aussi un homme extraordinaire, et je crois que moi, personnellement, je lui dois beaucoup intellectuellement et journalistiquement, et je pense que nous sommes nombreux en France
à lui devoir beaucoup. Il avait vu, très juste, il y a déjà plusieurs années, j'ai retrouvé hier en regardant, en lisant un peu sur lui, justement au moment où sa disparition a été annoncée, un entretien où il disait déjà il y a 3 ou 4 ans, le monde n'a plus de gouvernance. Enfin, il voyait très bien ce qui était en train de se produire. Et je pense qu'il dirait aussi aujourd'hui il faut parler à la Russie parce que dans le contexte international tel que nous venons de le décrire l'impose, mais il faut lui parler les yeux ouverts et très ouverts, et lui-même avait les yeux très très ouverts. L'honnêteté m'oblige à corriger, à faire une petite correction sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure à propos j'ai cité Emmanuel Macron qui disait « nous respectons », je respecte. Je viens de retrouver la citation exacte, le mot n'est pas respect et les mots ont un sens. Il était acceptation. Il a dit « la Russie a un rôle au Moyen-Orient, nous l'acceptons, mais elle lui confère des responsabilités ». Donc accepter n'est pas forcément respecter. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a dans ce qui vient d'être dit quelque chose d'important aussi, c'est cet ancrage de la Russie dans l'Europe auquel aspire Emmanuel Macron. Et c'est vrai qu'il y a cette aspiration, ce pôle asiatique qui risque d'aspirer la Russie, notamment en raison de sa faiblesse économique que Daniel Cohen a décrite. Et c'est aussi quelque chose qui est en jeu en ce moment et qui est très important. C'est qu'est-ce qu'on fait de la Russie? Est-ce qu'on la laisse dériver? Est-ce qu'on la retient dans le giron européen, si on peut dire, puisque la Russie est à la fois asiatique et européenne. Et là, Macron a dit qu'elle était européenne et qu'il fallait ancrer dans l'Europe. Je crois que c'est une... Non, il a dit qu'il fallait l'arrimer. L'arrimer, oui. Un bon terme, pas entrer dans l'Europe. Ancrer, je voulais dire. Ancrer c'est un peu et la arrimer. Même chose. Voilà. Oui. Arrimer, effectivement. Qui n'est pas encore la même chose que le mot ancrer, d'ailleurs. Non, je ne parlais pas d'entrisme ni d'entrée. Je parlais d'ancrage. Mais c'est le contraire de ce qu'on a fait depuis 25 ans. Hein. Oui, c'est intéressant, mais la situation d'aujourd'hui est différente de celle d'il y a 25 ans. Hubert, je crois que vous serez d'accord avec moi. Pardon ? Dans nos têtes à nous, on a enfin ouvert les yeux, peut-être. Oui. Non, je pense qu'il y a 25 ans, moi ce thème de l'humiliation, je suis assez mal à l'aise avec ce thème de l'humiliation. On a humilié la Russie. Je pense qu'on l'a peut-être mal comprise, on l'a ignorée, on a mal interprété certains gestes. Je crois que l'humiliation, elle est très partagée. Les peuples d'Europe centrale ont été très largement humiliés par l'Union soviétique et par Moscou. C'est vrai, mais je ne crois pas qu'on a humilié la Russie de la même manière que l'Union soviétique a humilié le reste de l'Europe. Non, voilà. Alors, on ouvre les yeux peut-être. Je crois que les circonstances ont changé. En même temps, ces yeux, il faut les garder ouverts. Que fait la Russie aujourd'hui en Syrie? Macron a dit très clairement, il ne l'a pas dit à Saint-Pétersbourg, mais il l'a dit très clairement à Washington, la Russie est impliquée dans une entreprise importante de déstabilisation des démocraties occidentales. Et pendant la guerre froide? Oui, mais pendant la guerre... Ça n'empêchait pas d'en faire plus et plus intelligemment. C'est vrai, mais je dis, il faut parler avec la Russie, je suis entièrement d'accord, et je trouve que cette idée d'ancrer la Russie dans l'Europe est effectivement importante. Ça fait 25 ans que l'URSS a disparu. Moi, je peux témoigner de l'intérieur, j'étais ministre une partie de ce temps-là, qu'on a traité, moi je n'étais pas sur cette ligne, mais je n'étais pas majoritaire, on a traité la Russie comme quantité négligeable. On pourrait citer des dizaines d'exemples où on a complètement écarté leur point de vue. On n'a même pas fait attention, on n'a même pas fait semblant. Puis même si on considère que leur vision est complètement pathologique, elle est paranoïaque, vous vous rappelez de Woody Allen, même les paranoïaques ont des ennemis. Une phrase que vous nous rappelez souvent lorsqu'on parle de la Russie. Pourquoi je la rappelle? Parce qu'on n'en tient pas compte. Donc il faut la rappeler. Et la notion il est temps de corriger. Tout en gardant les yeux ouverts, comme dit Pierre Asner, et comme on le reprend Sylvie Kaufmann. Bien sûr. Ne pas laisser la Russie glisser vers la Chine. On va conclure cette première partie sur cette notion-là, Daniel Cohen. Il y a ce livre assez pertinent et amusant en même temps de François Roche qui s'appelle La danse de l'ours et du dragon, chez Bourrin Édition, qui imagine un mariage imaginaire entre la Chine et la Russie, un rendez-vous secret en Mongolie entre Xi Jinping qui proposerait à Poutine « ne faisons plus à l'avenir qu'un seul pays ». Pas si fictif que cela, puisqu'on sait que la Chine a besoin d'espace de matières premières quand la Russie, elle, est vide et dispose au contraire d'immenses ressources naturelles. On sait que la Russie a cet accès privilégié à l'Arctique qui intéresse la Chine.
Comment on fait pour éviter une évolution de ce genre, Daniel Cohen ? Alors, effectivement, c'est une des questions. Madame Solzhenitsyn, quand Macron l'a rencontrée, a dit ça. Elle a dit « Aidez-nous à ne pas basculer du côté chinois, vous êtes notre dernière chance ». Il faut que les Russes le veuillent aussi. C'est-à-dire que, en fait, c'est les Russes qui ont infiniment besoin de l'Europe pour les aider à sortir de cette impasse dont je parlais. Et le veulent-ils ? Poutine le veut-il ? Il est entouré d'oligarques, et d'ailleurs les sanctions de Trump, très drôlement, visent surtout les oligarques proches de Poutine, puisque c'est là que ça fait mal. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal aussi comme effet, parce que ce faisant, les oligarques reviennent dans le sillon de Poutine. Donc on a l'impression qu'à chaque fois que Poutine est apparemment agressé par Trump, en fait, ça l'aide au bout du compte. Donc je ferme cette parenthèse, mais pour dire qu'il faut que la Russie ait envie d'Europe, elle ait envie d'envoyer ses chercheurs y faire des thèses, elle a envie de faire un peu ce que la Chine a fait avec les États-Unis, c'est-à-dire s'imprégner de cette culture. C'est pas sûr, il ne s'agit pas seulement de l'Europe de tendre les mains à la Russie. Est-ce qu'il y a une dynamique qui permettrait en Russie de s'ouvrir à ce que l'Europe peut lui apporter ? Je pense que c'est la véritable inconnue. Et juste un mot sur la situation de guerre froide. À l'époque où la Russie était une puissance pauvre et une grande puissance à la fois, elle avait dans son sillage des pays du tiers-monde pauvres aussi, qui au fond, parce que c'était des dictatures diverses et variées, mais en tout état de cause, s'étaient rangées à la Russie contre les États-Unis et le bloc qu'elle pouvait représenter. C'est ça qui ne marche pas du tout aujourd'hui. Aucun pays qui n'est pas régionalement, géographiquement approximé. Prenez l'exemple de l'Afrique, elle pouvait avoir un pouvoir d'attraction à cette époque-là, plus du tout maintenant, parce qu'elle ne leur apporte plus ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire de la richesse, du développement, comme les Chinois peuvent leur offrir. Alors effectivement, le grand malentendu après la chute du mur, c'était de penser que c'était l'heure de la démocratie libérale. Et la Chine a montré que pas du tout, qu'il y avait toujours beaucoup d'autres façons de s'enrichir, de maîtriser les technologies occidentales, que simplement de se ranger à son modèle. C'est ça qu'on découvre, mais la démonstration n'est pas venue du côté russe. Et en effet, la Russie, en réalité, est totalement déchirée entre ces deux modèles. Va-t-elle se donner à la Chine et d'une certaine manière devenir une province chinoise qui lui fournira des matières premières, devenir en quelque sorte l'Afrique de la Chine, ce qui serait terrible, ou est-ce qu'au contraire, elle peut se ressourcer, l'Europe peut l'aider, mais encore une fois, j'insiste, il faut qu'elle le veuille. J'en suis pas tout à fait sûr. C'est notre intérêt. Très rapidement, juste pour compléter ce que vient de dire Daniel, quand on regarde la formation du nouveau gouvernement russe dans ce 4e mandat de Poutine, la réponse, elle est là. Non, la Russie n'a pas envie d'emprunter cette voie de la réforme. Il a gardé le même Premier ministre. Il a évité de nommer Alexei Koudrin, qui est le réformateur économique qui garde dans son entourage depuis des années et qui fait plan de réforme sur plan de réforme, mais qui n'est jamais mis en position de réaliser ces réformes. Allez, fin de notre première partie géopolitique. On va en venir maintenant à la politique française avec cette devinette. Que se passe-t-il quand un mâle blanc remet à un autre mâle blanc un rapport sur les banlieues ? France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry. Il ne faut pas de politique spécifique pour les banlieues. Propos définitifs d'Emmanuel Macron cette semaine, sonnant comme une claque retentissante pour Jean-Louis Borloo et son rapport rédigé sur la base de centaines de témoignages de maires, d'élus et d'associations de quartier. Pas de plan banlieue donc, sous l'ère Macron, la stratégie des plans étant pour le jeune président aussi âgé que lui, c'est-à-dire vieille de 40 ans, mais quelques mesures néanmoins annoncées. La création d'une agence nationale de cohésion des territoires pour que les quartiers, mais aussi les zones rurales, puissent résoudre leurs problèmes d'équipement, 30 000 stages de 3e pour les jeunes de banlieue, une nouvelle opération de rénovation urbaine et le rappel de mesures déjà prises, comme le dédoublement des classes de CP ou la mise en place des emplois francs. Et puis quelques mesures dites sécuritaires, comme si le président avait aussi écouté tous ceux qui disaient, comme Malek Bouti par exemple, que les banlieues souffraient d'abord de ne pas voir chez elles respecter l'ordre républicain. Pour ces territoires perdus de la République, donc prochainement, un plan de lutte contre le trafic de drogue finalisé d'ici juillet, sur fond de faits divers marseillais où des policiers avaient été mis en joue par des hommes armés de Kalachnikov, et des maires qui pourraient à l'avenir être informés des personnes fichées pour radicalisation. Il n'y aurait donc pas à proprement parler de plan banlieue sous Macron, mais était-ce vraiment par conviction politique, philosophique ou plus prosaïquement parce que les caisses de l'État étaient vides? Je suis sortie 10 minutes avant la fin quand il a prononcé pour la 3e fois le mot clientélisme en parlant des élus locaux. Je ne pouvais pas en supporter plus et j'ai donc quitté la salle à ce moment-là. Quand ça ne marche pas, c'est parfois aussi la faute
des maires, et je sais bien qu'on va arriver bientôt aux échéances municipales et qu'il y en a beaucoup qui voudraient dire c'est la faute du gouvernement parce qu'il ne nous a pas mis X milliards. On ne va pas jouer ensemble à ce jeu-là. Hein. Nous, on est là depuis 1 an. Ceux qui n'ont pas réussi depuis 20 ans, c'est pas ma faute. Hein. Il demande un plan, il ne veut pas de plan. Il demande un rapport, il ne veut pas de rapport. Il demande un travail, il nie ce travail. C'est juste insupportable qu'ils viennent vivre notre vie quelques jours. Je ne vais pas vous faire un plan parce que, puis quelque part, ça n'aurait aucun sens que 2 mâles blancs ne vivant pas dans ces quartiers s'échangent l'un un rapport et l'autre disant « on m'a remis un plan, je l'ai découvert ». C'est pas vrai, ça marche plus comme ça. François-Xavier Bellamy, vous qui êtes élu local à Versailles, certes, si Macron ne veut pas du plan Borloo, c'est parce qu'il n'est pas convaincu par ses propositions, ou parce qu'il n'en a pas les moyens, ou parce qu'il ne veut pas s'en donner les moyens? Il y a quelque chose de très étonnant dans cette situation et d'assez difficile à comprendre. Je pense que beaucoup d'élus ont été frappés de cela, effectivement, dans la salle. On vient de les entendre, oui. Alors bien sûr, j'en entends sourire dans la salle à l'évocation de Versailles. Versailles est une ville qui est plus mélangée que l'image qu'elle ne donne souvent, qui a une grande tradition de logement social. Mais c'est vrai qu'il y a des élus locaux qui portent de façon beaucoup plus forte les problèmes de villes qui sont vraiment marqués par une déshérence massive de la République dans des territoires entiers. Et c'est absolument incroyable qu'un jeune président se permette de montrer autant de condescendance, de mépris, de violence, même dans cette manière de se renvoyer la responsabilité. Emmanuel Macron n'est pas un responsable politique, il est le chef de l'État. Quand il dit « nous sommes là depuis 1 an », il devrait se souvenir qu'il incarne un État qui, lui, pour le coup, est en faillite depuis des décennies. Et nous ne lui demanderons pas de battre sa coulpe, mais qu'il évite au moins d'insulter ceux qui, sur le terrain, font de leur mieux dans des situations extrêmement dégradées. La deuxième chose qui est extrêmement surprenante, c'est pourquoi Emmanuel Macron demande-t-il un plan à Jean-Louis Borloo pour ensuite ironiser avec autant de virulence sur le fait que ces plans ne servent à rien. C'est une question que beaucoup de monde se pose. C'est vraiment très curieux. Est-ce que vous avez une explication ou une hypothèse? Mon hypothèse, c'est qu'Emmanuel Macron a regardé ce plan Borloo et qu'il n'a pas été convaincu. Et parce qu'il coûtait 48 milliards. C'est aussi mon cas. Je crois que la situation de la banlieue exige autre chose que de simplement raisonner en termes comptables et de penser qu'en déversant de l'argent, il y a évidemment un enjeu budgétaire, mais il ne suffira pas de mettre de l'argent pour pouvoir résoudre le problème. Et pour éviter de faire ce geste, et pour ne pas être accusé d'être seulement dans une forme d'économie et d'austérité, eh bien, il a choisi cette solution d'agressivité assez incroyable à l'égard de Jean-Louis Borloo, qui me paraît dramatique, et c'est mon troisième point, non pas seulement en ce sens que Jean-Louis Borloo pourrait en être touché, mais au sens où, à travers cette expression, c'est toute la France qui est touchée. Quel est le problème des banlieues aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que ce n'est pas seulement une question d'argent? Le problème des banlieues, c'est que vous avez toute une partie de la France qui vit, qui grandit, qui se forme dans la certitude qu'elle n'est pas en réalité une partie de la République. Vous avez des Français, et notamment des jeunes Français, qui d'une certaine manière ne se savent pas français, qui ne se reconnaissent pas dans la France, et qui ont au fond d'eux-mêmes le sentiment que la France ne veut pas d'eux. Et c'est ça qui cause le problème dramatique que nous sommes en train de vivre. Bien sûr, il y a des problèmes budgétaires énormes. Bien sûr, il y a des inégalités colossales en matière éducative, évidemment. Mais tout cela culmine dans un drame absolu qui est la scission en train de se jouer entre plusieurs parties de la France. Or, si nous sommes Français, c'est que nous croyons tous ensemble à la République. Nous ne disons pas par là qu'elle est parfaite. Il y a beaucoup de choses à améliorer, et notamment pour assurer une véritable justice entre tous les citoyens. Mais enfin, la République, c'est autre chose que de se regarder comme étant des mâles ou des femelles, comme étant des blancs ou des noirs ou des arabes. C'est-à-dire que nous sommes tous ensemble citoyens d'un même pays. Et quand le président de la République reprend à son compte ce lexique qui est celui des indigènes de la République, qui est celui de mouvances radicales, qui regarde au fond la société comme une forme d'oppression, non plus d'oppression sociale comme le faisait le marxisme, mais d'oppression raciale, c'est-à-dire déterminée par une couleur de peau ou bien par une identité de genre, quand Emmanuel Macron fait intervenir dans cet événement sur les banlieues, en première partie Yacine Bellatar, qui est connu par exemple pour encourager cette espèce de défiance collective, alors moi je crois que fondamentalement, il aggrave le problème auquel il est censé répondre. Hubert Védrine, comment est-ce que vous avez regardé cette séquence politique-là, avec votre expérience à vous? J'ai une petite expérience là-dessus, parce que j'avais monté avec Roland Castro et Michel Cantal-Dupart en 1989. Je les avais aidés à monter, auprès du président, un plan banlieue. On a d'ailleurs fait le tour de toutes les banlieues en hélicoptère. Et ils avaient une vision haussmannienne. Haussmannienne. Oui, pour aller, on n'avait qu'une 2 tiers de journée pour faire le tour complet. Une vision haussmannienne, et je pense qu'il y a une dimension sociale, il y a une dimension islam, il faut dire les choses.
une dimension islamisme qui ne dépend pas que de nous. Aujourd'hui, même la plupart des imams de France disent qu'il y a environ la moitié de la jeunesse musulmane en France, de nationalité française ou pas, qui ne se reconnaît que dans la charia, sans connaître rien à la charia, mais en fait c'est comme ça. Il y a un vrai suicide qu'ils expriment depuis longtemps. Ça ne dépend pas que de nous, c'est une bataille géante dans le monde entier, dans l'ensemble de l'islam sunnite. Et je pense que les musulmans modérés, etc., finiront par l'emporter un jour. Donc on peut contribuer à ça, on peut essayer d'aggraver, mais on n'a pas la solution miraculeuse. Oui, mais qu'est-ce qui n'allait pas, selon vous, dans ce plan Borloo, aux yeux du président Macron? Donc c'est un autre, mais j'en sais rien, je ne suis pas entré dans le détail des plans, je ne veux pas opposer les deux et je ne veux pas faire d'anecdotes. Donc je pense qu'il y a un travail de fond. Je ne crois pas au plan Marshall, parce qu'on en a déjà fait 3 ou 4, comme en Afrique. Et on ne sait même plus ce qu'il y avait dans le plan Marshall, c'est des espèces de formules creuses qui envahissent le débat. Je pense qu'il faut un travail urbanistique de longue durée, un travail architectural de longue durée, un travail social avec des dizaines de milliers d'acteurs partout. Il y a un travail d'emploi, il y a un travail de formation. Ce sont des politiques nationales qui doivent s'appliquer aussi à ces banlieues-là, mais ce n'est pas vrai qu'en France. C'est vrai en Angleterre, c'est vrai en Belgique, c'est vrai partout en Europe, où il y a une immigration énorme qui n'a pas été intégrée suffisamment pour 36 raisons. Il faut prendre ça à bras-le-corps. Mais il faut bien distinguer là ce qui relève de nous et ce qui relève de ce combat mondial au sein de l'islam. Il faut absolument faire beaucoup plus pour les modernisateurs, les réformateurs qui demandent sans arrêt plus de courage de notre part, moins de déni, moins de lâcheté, pour nommer les choses. J'étais dans 3 pays arabes récemment, ils me disent à chaque fois vous êtes trop heureux. Il faut nommer les choses. Il faut faire l'alliance des musulmans modérés, des démocrates contre l'islamisme politique. Ils le disent sans aucun complexe en termes de mots. Ça se joue aussi là, mais pas que là. Mais je suis obligé de le dire parce que dans les discussions récentes, on va dire Macron-Borloo, c'était trop escamoté, cette dimension-là. Alors intéressant en effet de regarder comment l'étranger regarde nos débats et nos mesures ou nos non-mesures pour les banlieues. Le journal El País, par exemple, cette semaine, Sylvie Kaufmann a dit que cette fois-ci, finalement, le président Macron proposait un plan minimaliste qui ne contenait ni mesures spectaculaires, ni millions d'euros à dépenser. Comment est-ce que vous avez suivi cette séquence politique cette semaine ? Alors, première chose, une petite remarque sur les mâles blancs. J'étais sûre que ça vous aurait beaucoup plu. Non, ça a fait couler beaucoup d'encre et à juste titre, parce que ça n'est pas une expression à laquelle on est habitué en France, mais justement, c'est une expression qui existe beaucoup dans le vocabulaire anglo-saxon. Et moi, je ne suis pas du tout dans la tête d'Emmanuel Macron, mais j'aurais tendance à penser que c'était plutôt ça sa référence et non pas celle des indigènes de la République. Je ne crois pas qu'il soit dans ce jeu-là. Aux États-Unis, on parle beaucoup des white males. Alors parce que pour dire les hommes, on dit males, alors qu'en français, le mâle, c'est connoté, si je puis dire. Les femmes, on dit comment ? Female, voilà. Et donc, depuis longtemps, dans le discours public américain, quand on dit white male, c'est pour symboliser cette prééminence, en effet, des hommes blancs qui, ne nous cachons pas les yeux, sont prééminents dans nos politiques publiques et dans nos élites politiques et médiatiques, j'avoue. Voilà. Donc, là-dessus, je pense qu'on peut lui donner le bénéfice du doute, mais on peut encore en parler. Sur le plan lui-même, il n'y a pas de plan. Alors, la question, je me la pose aussi, pourquoi est-ce qu'il a nommé pourquoi est-ce qu'il a confié cette mission à Jean-Louis Borloo ? Évidemment, il sait qui est Jean-Louis Borloo, il le connaît bien, il savait sans doute ce qu'il pouvait s'imaginer, ce qu'il allait proposer, et il savait tout l'effet médiatique que ça allait produire. Donc pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? Moi j'ai une hypothèse, je ne sais pas si c'est la bonne, mais rappelez-vous, à l'époque où il lui a confié cette mission, la révolte grondait. C'est-à-dire on était dans le contexte de réduction des APL, on était réduction du budget de la politique de la ville, disparition des emplois aidés, et les élus locaux de ces petites villes et de ces banlieues étaient totalement affolés. Ils étaient vraiment il y avait un mouvement de rébellion, et donc je crois que peut-être pour calmer la colère de ces associations et de ces élus locaux, Macron s'est dit on va, sachant que Borloo travaillait avec les maires, c'est ce qu'il a fait en effet. Est-ce qu'il n'y a pas justement une maladresse politique dans la façon dont il s'est adressé cette semaine aux élus locaux lorsqu'il le dit on ne passera pas par vous, moi je m'adresse directement aux habitants, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs en discutant avec les 25 membres du conseil présidentiel des villes qui regroupe des entrepreneurs, des habitants. Oui, qui est assez représentatif de toute catégorie de gens qui sont concernés par ces problèmes. Oui, je pense que c'était assez désinvolte, et je comprends que les gens soient frustrés et peut-être même en colère, parce que
l'alternative qui est proposée n'existe pas. Il y a des mesures, il y a finalement, je crois que ce qui est fait, c'est, il y a quelques mesures éparses, mais ce qui est fait, c'est reporté à juillet, puisqu'il y aura de nouvelles annonces en juillet. Donc là, on est dans un notamment entre-deux. avec la volonté de faire appel aux entreprises pour les inviter à prendre leur part, les appeler à la mobilisation générale. Qu'on a entendu avant. Alors il y avait une des mesures qui était intéressante dans le plan Borloo, c'était la création de cette cour d'équité territoriale pour vraiment identifier les politiques publiques qui ne marchaient pas et avoir faire en sorte que les responsables publics rendent des comptes. Là, visiblement, il y a quelque chose il y a une agence nationale de cohésion des territoires. Oui, il a parlé d'une instance de recours rurales. et de transparence. Bon, il y a quelque chose qui va peut-être prendre forme, mais pour l'instant, on ne sait pas quoi. Donc, tout ça était quand même assez difficile à accepter, je pense. Je voulais juste attirer l'attention sur un rapport qui a été rendu cette semaine par le rapport de 2 parlementaires sur la Seine-Saint-Denis. Ce sont donc les députés François Cornu-Gentil, les Républicains, et Rodrigue Coquando, la République En Marche. Et ce rapport est très intéressant parce qu'il montre, il est juste concentré sur la Seine-Saint-Denis, mais il montre en effet l'indigence de moyens. Bien sûr, il ne suffit pas de mettre de l'argent, et on en a déjà mis beaucoup. C'est vrai que depuis 2 décennies, on a fait des choses. C'est pas comme si on avait complètement abandonné ces territoires, mais la disparité de moyens de police, de justice, d'enseignement, de médecins scolaires notamment, est vraiment spectaculaire. Donc là, je crois qu'il y a Alors justement, des choses à sur la faire. police, puisque finalement, ce qui a aussi été salué à l'étranger, enfin salué en tout cas remarqué, c'était la dimension finalement, la vision sécuritaire des banlieues par le président Macron. Il faut à ce moment-là rappeler, puisqu'on parle de la police, que les effectifs et moyens de la police et de la gendarmerie sous Macron ont augmenté. Le budget 2018 était en hausse de 254 millions. Il y a le recrutement programmé de 1400 policiers, 450 gendarmes. C'est-à-dire qu'après avoir baissé sous Sarkozy, ils vont retrouver à peu près le même niveau qu'en 2007, avec l'idée justement d'envoyer ces moyens supplémentaires de police précisément dans les quartiers qui en ont le plus besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, Daniel Cohen, vous arrivez à comprendre comment Emmanuel Macron traite la question des banlieues, des quartiers ? Je vais pas me mettre à sa place, mais ce qui est certain, c'est que par rapport à l'image qu'il a envoyée pendant la campagne, il y a quelque chose qui a été perdu dans cette séquence. L'image qu'il avait envoyée dans la campagne, on s'en souvient, entre les 2 tours, c'était lui dans une banlieue, en train de jouer avec des adolescents, et il avait eu cette phrase. Il a annoncé sa candidature à Bobigny. Il a annoncé sa candidature à Bobigny, et ensuite, entre les 2 tours, il était là au milieu d'enfants, et il disait, voilà, ça c'est un endroit où Madame Le Pen ne peut pas venir, physiquement. Et c'était très marquant. Et il y avait quelque chose ici qui pouvait s'apparenter à une philosophie, on pourrait dire d'ailleurs que c'est celle du social-libéralisme. Il y a des catégories pour définir l'État-providence, et un grand auteur qui s'appelle Esping Andersen avait donné une typologie, et l'une d'entre elles, c'était celle qui correspondait à Macron, c'est-à-dire le marché, d'un côté, Uber, qui permet de donner des emplois et casser un peu les corps constitués, et de l'autre, aller vraiment chercher les personnes en grande difficulté, les minima sociaux, les aider à retrouver une place, en laissant un peu les classes moyennes au milieu se débrouiller. Voilà, c'est ça le social-libéralisme par rapport à une vision plus social-démocrate où on essaye, pour le dire un peu bêtement, de s'occuper surtout des classes moyennes. Et il a perdu ça, parce qu'il avait un peu la main là-dessus, et quand il a commencé en disant « mais nous menons une politique sociale, nous dédoublons les classes dans les CP, dans les quartiers défavorisés », il y avait en effet quelque chose qui pouvait lui servir. Et création des emplois francs. Voilà, exactement. Il avait une image, une posture qui lui permettait de désarmer l'idée qu'il est le président des riches. Et il avait ce souci philosophique, en quelque sorte, de casser les forteresses déjà constituées pour les ouvrir aux outsiders de la société. Et cette séquence le lui fait perdre, parce qu'en effet, il apparaît en dehors des choses, il démantèle un plan qui lui a été proposé, et il n'entend pas ce qu'il y a dans ce plan, il n'arrive même pas à lui répondre en un certain sens, si ce n'est par des phrases. Or, dans ce plan, le rapport Borloo, il y a des choses qu'il faut quand même relire, qui sont très, très intéressantes, et qui font de la peine, qui font mal quand on les lit. Ces quartiers, c'est 6 millions de gens qui vivent dans ces quartiers défavorisés, qui en effet, le rapport de la Seine-Saint-Denis le rappelait très bien. C'est un rapport signé par c'est pas des gens de gauche, il y a un des rapporteurs est républicain. Un rapport budgété à 48 milliards d'euros, Daniel Cohen. Comment regardez-vous cette somme, qui est économiste ? Je vais y venir juste dans un instant, mais pour rappeler quand même les choses. Dans ce rapport, juste pour prendre un chiffre, il est dit que, par exemple, ces quartiers des politiques de la ville, comme on dit, les 1500,
disposent de 30% de moins d'équipements collectifs que les autres. Et par exemple, les clubs de foot, les équipements sportifs sont 3 fois moins nombreux dans ces quartiers qu'ailleurs. Ça donne juste une mesure de la déshérence où ils sont, parce qu'on a envie de dire que c'est par ça qu'il faudrait commencer. Il donne l'exemple de Sevran, dans lequel le nombre de policiers en 15 ans a été réduit de moitié. Ce sont des choses, il y a 100 000 logements en grande difficulté. Donc il y a des besoins sociaux simples qui sont déréactivés. Alors en effet, vous avez raison, c'est la question que vous voulez poser depuis le départ. Quelle est la grande faiblesse? Merci d'y revenir. J'y reviens. Quelle est la grande difficulté de Macron en général? Et on le voit avec les enseignants, on le voit avec les universités, on l'a vu aussi avec le rapport Villani sur l'intelligence artificielle, c'est qu'en effet, il n'a pas un sou. C'est-à-dire qu'il a préempté les 5 prochaines années avec des politiques de baisse d'impôts, avec la taxe d'habitation, etc., la baisse de l'IS et compagnie, qui fait qu'en réalité, il est dans les cordes budgétairement. Donc chaque fois qu'il faudrait qu'il fasse un effort pour accompagner la réforme de l'enseignement supérieur en donnant des moyens aux universités à qui on demande de faire une année supplémentaire, il ne les a pas. Et de même, pour les banlieues, il n'a pas de ressources, il est dans les cordes financiers et ça lui donne effectivement cette grande difficulté de faire face à des urgences, alors même que politiquement, ça lui serait très favorable de pouvoir aller dans ce sens-là. Hubert Védrine, Emmanuel Macron n'a pas les moyens justement de pouvoir faire ce genre de mesures qui seraient pour lui intéressantes ou utiles politiquement? Mais il ne faut pas raisonner sur un mandat présidentiel, c'est une affaire de très longue durée. Aucun pays au monde n'a réglé ces questions. Aucun. Regardez la situation des villes aux États-Unis, c'est 10 fois pire. Donc ça s'étale sur plusieurs mandats. Non, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se reporter à 30 ans après, mais il faut une action continue, pas une sorte de plan miraculeux, mais une action continue sur tous les plans dont on a parlé, social, architectural, urbanistique, emploi, etc. Et puis l'affaire de l'islamisme, sur plusieurs décennies en fait. Donc il ne faut pas juger comme ça à l'instant T. Deuxièmement, il y a en même temps un grouillement de choses positives dans toutes ces zones. De gars inventifs, d'auto-entrepreneurs. Alors, dans le monde rural, ce qu'on appelle dans le jargon moderne ridicule les territoires, c'est 10 fois pire. C'est 10 fois pire et il n'y a même plus la force humaine de déclencher des initiatives positives qu'on peut essayer d'encourager. Donc, il ne faut pas se concentrer que sur les 6 millions dont vient parler Daniel Cohen, qui est un vrai problème. Il faut avoir une vision plus large et plus dans la durée, sans relâcher l'effort, mais en étant tenace et continu. J'aimerais bien avoir aussi le regard philosophique finalement sur cette actualité politique-là, François-Xavier Bellamy, avec vous, et sur le refus du président Macron de traiter les banlieues et les quartiers à part. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il nous explique, c'est qu'il veut garantir l'égalité des opportunités plutôt que l'égalité tout court. Alors, lorsqu'il nous dit « je ne crois pas à la politique spécialisée, je ne crois pas à l'assignation à résidence », est-ce que vous y voyez là, finalement, le libéralisme macronien appliqué aux banlieues ? Mais ça, ce serait merveilleux s'il pouvait y avoir une politique qui reconstruise la République. Malheureusement, encore une fois, on a déjà parlé de ces white males, mais effectivement, il y a quelque chose comme une assignation là-dedans qui se joue paradoxalement. Je crois qu'au fond, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est une politique qui est menée à la petite semaine, qui se fait de façon un peu improvisée. Et malheureusement, ce qui se joue dans la disruption que le président nous avait promise, c'est d'abord la destruction de choses qui fonctionnaient et qui aujourd'hui ne sont pas remplacées par quelque chose qui marche. Bien sûr, il n'y a peut-être pas d'argent, mais enfin, on est en train de nous annoncer, on en a parlé ici, la création d'un service national qui va être une semaine d'internat pour des élèves de 3e qui va nous coûter 3,5 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, on supprime. Moi, je suis président de la mission locale de l'intercommunalité où on est. Chaque année, on accompagne 2000 jeunes qui sont en très grande difficulté dans leur insertion professionnelle, qui ont décroché de l'école, qui n'ont pas été au bout de leur formation. Et nous n'avons plus d'emploi aidé, nous n'avons plus de contrat aidé, nous n'avons plus d'emploi d'avenir, nous n'avons plus aucun dispositif pour pouvoir les insérer dans l'emploi. Et ça va coûter très cher à la société pendant les décennies qui viendront, parce qu'un jeune à qui on n'a pas mis le pied à l'étrier quand il était en difficulté, c'est un jeune qui va évidemment, à tout point de vue, représenter un coût, d'abord un coût humain énorme, parce que c'est son bonheur ou son malheur qui sont en jeu, et puis évidemment aussi un coût social pour nous tous. Donc je crois que nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut reconstruire la République. Maintenant, la République ne se reconstruira pas, et c'est pour moi le point le plus essentiel et le plus frappant dans la manière dont le président Macron se positionne, sans passer par le fait de reconstituer, de consolider, de solidifier ce qui fonctionne déjà, le fait de s'appuyer aussi, comme le disait Hubert Védrine, sur les initiatives locales, sur des choses qui fonctionnent aujourd'hui. Et là, dans cette posture un peu populiste qui consiste à dire « je parle aux acteurs de terrain sans aucun intermédiaire », en fait, paradoxalement, c'est le contact qui est rompu, parce que le plan Borloo, il était le résultat de centaines d'échanges avec des acteurs de terrain, et derrière ça... Il avait séduit Jean-Louis Borloo avec cette démarche aussi bien des maires communistes, comme celui de Grigny, que Jean-François Copé à Meaux. En effet, il y avait cette démarche-là. Et derrière cette disqualification du plan Borloo, il n'était pas obligé d'en accepter
toutes les préconisations, mais derrière cette disqualification aussi brutale, c'est aussi tous ces acteurs de terrain qui sont paradoxalement méprisés. Je crois qu'un président ne peut pas parler à tout le monde sans filtre, indirectement. Emmanuel Macron ne peut pas être le maire, le député, le sénateur, le conseiller général, le conseiller départemental, le conseiller régional et le président de la République de tous les Français. Il faut bien aussi qu'il accepte de ne pas être tout seul à porter tous les problèmes de la France et qu'il aide ceux qui les portent sur le terrain plutôt que de les mépriser. Merci. Conclusion rapide, Sylvie Kaufmann et Daniel Cohen. Juste une conclusion en forme de la deuxième question, c'est pourquoi est-ce que Jean-Louis Borloo s'est déclaré très satisfait? Et là, je n'ai vraiment pas de réponse. Daniel Cohen a peut-être la réponse. Il y a un autre point dont on a parlé de l'islam, on a parlé des moyens, etc. Mais il y a un point très important dont on n'a pas parlé, je voudrais juste en dire un mot, parce que ça ne coûte rien, et c'est peut-être la clé, au fond, à terme du problème, c'est la question de la drogue. Il va y avoir un plan anti-drogue en juillet. Tout le monde sait, je crois, qu'une grande partie, on ne va pas dire tout, des problèmes de ces banlieues, c'est qu'elles sont tenues par le banditisme lié à la drogue, et les événements de Marseille l'ont rappelé. Et encore une fois, par rapport à l'image de Macron, on attend, peut-être que ça va venir, mais je n'y crois pas tout à fait, quelque chose de nouveau dans la manière d'aborder ça. Je veux parler de la légalisation du cannabis, qui est en train de devenir, au fond, une clé à peu près partout. Aux États-Unis, il y a un nombre croissant d'États qui sont en train de déplacer le banditisme. Mais ça ne le dépassera pas nécessairement, parce que si on assèche complètement ces sources de revenus, on sait aussi très bien que, ce faisant, les jeunes auront d'autres choses à faire que de faire ça. Pas de débat sur la légalisation du cannabis. C'est juste pour donner un petit éclairage, même si c'est un sujet en soi. C'est un petit éclairage d'une question absolument fondamentale par rapport à laquelle on voudrait que Macron, ni droite ni gauche, surplombant la société avec des idées originales, fasse preuve d'originalité dans des situations comme celle-là. Or, ça n'est pas le cas, hélas, pour l'instant. On va renforcer les dispositifs de police, très bien, mais on n'arrive pas à voir s'il ouvre, il repense cette équation, à mon avis, tout à fait fondamentale. Merci beaucoup. Brièvement, vos conseils de lecture, Sylvie Kaufmann. Alors, 2 livres. Le dernier livre des écrits de Pierre Asner, La revanche des passions, métamorphose de la violence et crise du politique. C'était chez Fayard en 2015. Et puis, une autre grande disparition cette semaine, Philip Roth. Et je conseillerais juste, il y a plein de livres, bien sûr, mais Le complot contre l'Amérique, parce que... il parle de Lindbergh, il se demande si Lindbergh avait gagné dans les années 30 et qui était Lindbergh, c'était l'artisan de America First. Hubert Védrine, François-Xavier Bellamy. Je m'associe à ce que vient de dire Sylvie sur Pierre Asner, qu'il faut toujours relire, mais je pense que sur la Russie, il y a des dizaines de livres pour montrer que Poutine est un monstre très dangereux pour nous, mais il faut peut-être également relire Hélène Carrère d'Ancos sur la Russie. Merci. François-Xavier Bellamy. Peut-être, je l'ai déjà cité ici, mais le livre de Raphaël Baquet sur la ville de Trappes, la communauté, ça n'est pas par paresse, mais au contraire par insistance. C'est un livre très important. On entend votre insistance. Daniel Cohen. Oui, je m'associe aussi à ce qui a été dit sur Pierre Asner. C'était un homme intelligent et chaleureux. C'était un vrai bonheur à chaque fois de discuter avec lui. Sinon, parmi les lectures, Farhad Khosrow-Ghavar, j'ai beaucoup de mal, sur le djihad en Occident, qui remet beaucoup de choses, beaucoup de pendules à l'heure sur les discussions qu'on a eues sur l'islam, la France, la République, etc. Merci beaucoup à tous les 4. Merci à vous d'être venus pour cette émission en public aujourd'hui, ce dimanche, dans le Studio 105. Merci encore pour votre présence. Et notez bien dans vos tablettes que le 1er juillet prochain, pour notre dernière émission en public de la saison, nous recevrons également Ibrahim Malouf, l'homme qui signe ce très beau générique dont vous êtes si nombreux à me demander les références chaque semaine. Merci beaucoup à Marine Beccarelli qui a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui Philippe Thibault, Benjamin Vignal, Laurent Binder, Camille Garin, Ludovic Auger. Et c'est l'heure bien sûr de retrouver Alain Krugère en plein examen du projet de loi sur l'alimentation. Alain Krugère rencontre une vigneronne exigeante, un maraîcher inventif et un amoureux des blés et autres graines d'autrefois. À dimanche prochain.